Alors, le droit international, le droit du commerce international, puis le droit des affaires international, le droit international des affaires, est une branche du droit qui se propose d'étudier les normes, la réglementation commerciale internationale. Au plan mondial, il y a énormément d'échanges commerciaux à travers différents espaces géographiques, souvent avec des pratiques différentes. Il s'agit de voir s'il y a une harmonisation et comment se fait cette harmonisation. Du point de vue de son objet et de son domaine, il faut dire que le commerce international se caractérise par la liberté et l'autonomie de la volonté des parties, donc l'absence de contraintes. Alors, le commerce international, son objet, est caractérisé fondamentalement sur la liberté, sur l'autonomie de la volonté des parties, le fait de commercialiser, de choisir avec qui on veut échanger. C'est une autonomie de la volonté. Vous devez être libre. Ça veut dire qu'il y a absence de contrainte, on ne doit pas vous contraindre. Les dispositions impératives, c'est qui permet de comprendre que le droit du commerce international repose essentiellement sur le droit des contrats. En fait, c'est un contrat. C'est un contrat, le fait d'échanger avec quelqu'un, de vendre au niveau international avec une personne qui est sur d'autres espaces, sur un autre espace géographique. Ça nécessite, c'est un contrat que vous signez. Sur le concept de contrat commercial international. En d'autres termes, et de façon beaucoup plus précise, le droit du commerce international peut être défini comme celui qui est la branche qui étudie les contrats internationaux. En effet, les contrats internationaux sont un des instruments essentiels en matière de commerce international. Et les normes du commerce international sont élaborées ou alors codifiées par des instruments spécialisés, parmi lesquels on peut évoquer quelques-uns, notamment la CNUDC, c'est la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, mais également la CNUCED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il ajoute aussi l'OMC, Organisation mondiale du commerce, mais aussi la Chambre de commerce international de Paris, créée en 1919. Alors, parmi ces normes, nous avons on commence par la CNUDC. La CNUDC, c'est la CNUDCI. CNUDC, c'est une commission des Nations Unies sur le droit commercial international. Alors, elle est une institution spécialisée des Nations Unies. Et comme son nom l'indique, c'est la principale institution chargée de l'élaboration de l'harmonisation du droit commercial international. C'est une commission qui statue, qui est là pour prendre des mesures, pour prendre des mécanismes, des normes qui organisent le droit des affaires internationales. Sa création remonte en 1966, elle a été créée en 1966 à la suite d'une révolution dans l'Assemblée des Nations Unies qui exprime le besoin de voir les normes commerciales internationales harmonisées. La CNUDC comprend une assemblée générale et un secrétariat général basé à Vienne, en Autriche. Cette institution est basée à Vienne, en Autriche. Elle a deux organes. Il y a l'assemblée générale qui est l'AG et le secrétariat général. Elle est basée à Vienne. Elle a été créée en 1966. Le secrétariat général a un rôle d'impulsion, de conception et d'organisation des réunions, des groupes de travail constitués par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale comprend deux catégories de membres. Il y a les États sont élus comme membres pour une période précise, mais il y a aussi les membres qui ont la qualité d'observateurs. Donc il y a les États, il y a les observateurs, il y a les ONG. Les ONG sont organisations non gouvernementales. Il y a les États qui ont signé, il y a les États qui observent. Ça, c'est le secrétariat permanent. Il est chargé d'impulser, d'organiser des réunions de travail
réunions de travail pour harmoniser le commerce international. En général, tous les États membres des Nations Unies peuvent être élus membres de l'Assemblée générale, ou alors ils sont observateurs. Mais du point de vue technique et opérationnel, pour permettre l'élaboration des normes commerciales internationales, l'Assemblée générale de la l'UNESI procède à la création du groupe de travail. Ce sont ces groupes de travail qui sont chargés de l'élaboration des normes chaque groupe de travail est ouvert aux plénipotentiaires des États membres et des organisations, des observateurs et des ONG observateurs. Ainsi, plusieurs groupes de travail ont été créés. Par exemple, le groupe de travail sur l'arbitrage commercial. L'arbitrage commercial, c'est comme les juridictions. Mais chez eux, ce sont les parties qui choisissent les gens qui doivent trancher leur affaire. Donc, c'est pas comme la justice où c'est l'État qui choisit. Un groupe de travail sur le marché public, et sur le droit de l'insolvabilité, et sur le droit des transports. Un tel processus de conception et d'élaboration des normes commerciales internationales a permis à la CNUSDC d'élaborer un certain nombre d'instruments internationaux. En effet, nous avons les conventions internationales, les lois types, mais aussi les règlements internationaux. S'agissant des conventions internationales, elles sont conçues et élaborées dans le cadre d'un groupe de travail, ensuite adoptées par la plénière de la CNUSDC avant d'être soumises à l'Assemblée des Nations Unies pour adoption. Ça veut dire que dès lors que cet organe prend des conventions, élabore des conventions, ces conventions sont votées à l'Assemblée de la CNUSDC, de cet organe, et après le vote, cette convention doit être soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'adoption. S'agissant des lois types, ce sont des textes discutés en groupe de travail qui vont être adoptés en plénière par cette Assemblée générale, mais qui ne vont pas réunir un consensus suffisant pour être transmis à l'Assemblée générale et être adoptés comme convention internationale. Ça veut dire que dès lors que cette loi type est élaborée, elle doit être adoptée en plénière à l'Assemblée générale de cet organe, de la CNUSDC. Et pour que on n'a pas besoin d'un consensus suffisant pour qu'il soit transmis, après il sera transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour adoption. Mais la plénière peut décider, malgré tout, que ce texte d'une importance telle qu'on devrait pouvoir l'offrir, on exemple un Parlement national pour s'en inspirer. Après la CNUSDC, nous avons la CNUSED. La CNUSED est initiée en 1963 et créée officiellement en 1964. Son secrétariat est basé à Genève, en Suisse, et ses objectifs principaux sont de réduire les inégalités entre le Sud sous-développé et le Nord développé. C'est un organe qui est chargé pour réduire les inégalités entre les pays développés et les pays moins développés. Cela a été motivé par l'avènement de beaucoup de pays à l'indépendance dans les années 60 et le constat qu'il y avait trop d'inégalités dans les pays. Essentiellement, il fallait faire en sorte que les pays du Sud puissent accéder aux pays du Nord. Et au niveau de la CNUSED, il y a eu une sorte de compartiment des États en fonction de leur affinité fondée essentiellement sur le niveau de développement. C'est pourquoi il y a eu au niveau de la CNUSED le groupe des 70 qui réunissait et qui réunit les pays en voie de développement. Il y a eu plutôt au niveau de la CNUSED beaucoup de discussions, beaucoup de politiques. Discussions au cours desquelles les groupes des 77
c'est fortement illustré. La CNUSED a connu son apogée dans les années 70 et 80 notamment, à travers des fameux NOMIC. NOMIC veut dire le Nouvel Ordre Maritime International. L'institution a décliné à la suite de nombreux événements, notamment le recul de l'interventionnisme des États avec l'avènement de la mondialisation. Après la CNUSED, nous avons l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC est une suite logique de ce que l'on appelait GATT. Avant, il y avait le GATT. Le GATT, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce. Le GATT, c'est en anglais. Avant, il y avait cet organe qui était le GATT qui assurait l'organisation du commerce international, du commerce mondial. Mais après, cette organisation a été remplacée par l'OMC, qui est sa suite logique. C'est le constat de l'échec du GATT en 1947 qui a amené les États dans le cadre de discussion entre 1986 et 1994, le cycle de Nuremberg a adopté en avril 1994 ce qu'on appelle l'acte de Marrakech, qui est l'acte fondateur de l'OMC. L'OMC a été fondé au Maroc en 1994 par un acte appelé acte de Marrakech. Cet acte de Marrakech, fondateur de l'OMC, a pour objectif de prendre en charge les règles régissant le commerce entre pays. C'est pourquoi il existe beaucoup de règles juridiques au niveau de l'OMC. L'acte de Marrakech concerne environ 150 pays. Son secrétariat général est basé à Genève. L'OMC s'intéresse essentiellement à un certain nombre de domaines, notamment le trafic de marchandises à travers l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui est une survivance du GATT, l'accord général sur le commerce des services appelé ACGS, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle touchant le commerce ADP ici. L'OMC s'occupe également du règlement des différends entre États à travers un organe spécialisé appelé l'ordre. Donc, l'OMC peut se constituer également on est une instance de règlement de différends. D'autres organisations internationales s'occupent également de normes internationales, mais dans des branches sectorielles. C'est le cas de l'OMD, Organisation mondiale des douanes, qui s'occupe de normes douanières, de l'OMI, Organisation maritime internationale, qui s'occupe de l'harmonisation internationale en matière maritime. Après l'OMC, nous avons la Chambre de commerce international de Paris. Concernant les ONG, il en existe beaucoup, mais en matière d'harmonisation des normes commerciales internationales, le plus représentatif est certainement la Chambre de commerce internationale, CCI, de Paris. Cette chambre n'est pas une branche française, elle n'appartient pas à un État. Elle a été créée en 1919 à l'initiative d'un certain nombre de pays européens et regroupe des entreprises et les sociétés à travers le monde et touche ainsi environ 130 États, 130 pays. Ces membres sont non pas les États, mais les sociétés internationales et les entreprises internationales. La CCI, Chambre de commerce international, est représentée par les pays membres, par les comités nationaux de la CCI. Il y a également la Fédération internationale des chambres de commerce, qui est une des structures de la CCI. Les activités de la CCI consistent essentiellement à favoriser les échanges commerciaux au niveau mondial et l'élaboration des normes appropriées. En vérité, pour cela, il s'agit d'une codification des usages commerciaux internationaux. La CCI également s'occupe des règlements des différends. Les différends sont les litiges qui naissent d'ordre commercial à travers le centre d'arbitrage
de la CCI. La CCI. Ce centre a été créé en 1923. Donc, la Chambre de commerce se transforme aussi en organe de règlement des différends. Au niveau international. D'autres ONG existent, mais surtout dans le domaine d'activité sectorielle qui élaborent aussi des normes et facilitent les pratiques commerciales dans les secteurs d'activité. Parmi elles, les plus en vue, le MCI, Comité maritime international dans le secteur du commerce maritime, mais aussi l'IATA, dans le secteur des transports aériens. L'IATA, c'est l'organe qui régule le secteur, l'organe international qui régule le transport aérien. Ces ONG élaborent des normes purement contractuelles. Contrairement au OIG, qui élabore des normes supra-étatiques. Alors, le droit des affaires internationales a les sources. Les normes commerciales internationales émanent de différentes sources, parmi lesquelles les conventions internationales élaborées par les États dans le cadre des assistances internationales appropriées. La coutume internationale, la coutume c'est l'ensemble des usages. Les lois écothermes, ce sont les écothermes, on va le voir, ce sont les textes, les mécanismes plutôt de transport, on va choisir. Après la jurisprudence internationale, ensemble des règles, ensemble des juristes, ensemble des décisions prises par les juges au niveau international. Après les sources internationales, les sources conventionnelles internationales. En matière, après les sources plutôt du droit commercial, nous avons les sources conventionnelles. En matière de commerce international, il existe très peu de conventions dérivatives. Toutes celles qui existent sont généralement supplétives de la volonté, même pour les pays qui sont appelés à ratifier. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises, appelée communément la CVIM, c'est la Convention internationale, c'est la Convention internationale de la vente des marchandises. Convention, c'est Convention internationale de la vente des marchandises. Donc, elle est adoptée à Vienne le 11 avril 1980 par la CNUDC. Les conventions impératives n'existent généralement qu'en matière de transport international des marchandises. Ainsi, la Convention sur le transport maritime international, Convention aérienne internationale, mais aussi sur le transport routier de marchandises. Sources coutumières internationales. Ce sont les pratiques commerciales internationales qui ont subi l'épreuve du temps, qui sont connues de tout et acceptées par tous. De tous et acceptées par tous, si bien qu'au bout d'un certain temps, la CCI, la Chambre de commerce internationale, s'approprie et les codifie à l'aide des comités d'experts. Source de loi interne, de loi jurisprudence. Premier chapitre, les acteurs du commerce international. Il s'agit de savoir quelles sont les personnes qui interviennent dans ce domaine. Il s'agit d'opérations économiques, d'opérateurs plutôt économiques, ou encore commerçants évoluant dans l'international. Ce sont des personnes physiques ou des personnes morales. Alors, pour les personnes physiques, il est incontestable que dans le commerce international évolue des personnes physiques qui font les transactions à titre personnel et individuel. Mais compte tenu des enjeux et des risques importants, mais surtout compte tenu de la crédibilité qu'exige ce milieu, les personnes physiques en tant qu'acteurs se trouvent être assez fragiles parce que c'est un milieu beaucoup plus complexe que ce que l'on a dans l'ordre interne. C'est la raison pour laquelle les acteurs préfèrent souvent en général traiter avec une personne morale plutôt qu'avec une personne physique. Alors, une personne physique, c'est vrai,
il existe des personnes physiques qui exercent dans le commerce international. Alors, ces personnes physiques sont tellement fragiles que parfois, ils peuvent naître des litiges où ils n'ont pas assez de moyens pour les résoudre. Ou ils n'ont pas assez de force pour les résoudre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes préfèrent traiter avec des personnes morales qu'avec des personnes physiques parce qu'ils sont fragiles. Section 2, personne morale. Alors, la personne morale, c'est quoi? C'est la société. La personne morale, c'est quoi? C'est un opérateur économique et moral. C'est une société. Alors, la personne morale sont plus crédibles. Elles sont plus pérennes. Quelles sont ces personnes morales? Alors, ces personnes morales, d'abord les personnes morales du droit public et les personnes morales du droit privé. Le droit public, c'est l'État, le droit privé, c'est les opérateurs économiques des sociétés privées. Concernant les personnes morales de droit public, il s'agit bien sûr de l'État et de ses deux membres. L'État peut commercialiser. L'administration publique, ça peut être la mairie, peut traiter avec d'autres mairies en matière de commerce ou d'électricité au niveau international ou bien des frontières. Il n'est plus contesté depuis longtemps que l'État peut agir en tant qu'opérateur économique. Les démembrements de l'État sont essentiellement des collectivités locales qui ont la personnalité juridique. Les personnes morales de droit privé, quant à elles, les personnes morales de droit privé sont les sociétés commerciales. Toute forme de groupement constitué en une entité juridique unique avec des dirigeants parlant en son nom et dotés de patrimoine propre différent de ceux de ses membres. Le statut de la personne morale de droit privé, notamment son existence juridique, est attaché nécessairement à un État dont la législation permettra de dire comment il sera constitué comme il doit fonctionner, etc. Ce qui suppose le problème de la nationalité des personnes morales. Alors, la personne physique, la personne morale des droits privés, c'est une société, ça peut être une entreprise. Ça peut être une entreprise qui traite avec une autre personne morale au niveau international. Alors, ça peut être une société, mais la société ne peut pas se déporter. La société est représentée par les personnes, les dirigeants de la société pour commercialiser aussi les contrats internationaux de commerce. Alors, la question ici, c'est la question de la détermination de la nationalité de cette personne morale. La détermination de la nationalité des personnes morales pose un certain nombre de problèmes. La question que l'on se pose, c'est comment il est réglé en droit congolais. Que prévoit la loi? Alors, avec l'avènement de l'OADA et avec l'acte uniforme régissant le droit des sociétés commerciales et économiques, qui est le même objet et le même domaine que les lois congolaises. C'est la raison pour laquelle le législateur congolais adopta plusieurs lois internes pour organiser ce secteur, pour la détermination de la personne morale. Il comporte des lacunes. Alors, le critère de détermination de son siège social. Non. Le critère de détermination de cette personne. Le critère de détermination de son siège social. Concernant le siège social, on distingue le siège statutaire et le siège réel. Le siège statutaire, c'est le siège qui est prévu par les statuts. Le siège réel, c'est le siège où l'activité est exercée. Le siège social est pour la personne, le siège social pour la personne morale, ce que le domicile est pour la personne physique. C'est le lieu d'établissement de cette personne morale. Le siège social est le lieu du principal établissement de la personne. Ce siège social est souvent prévu dans les statuts. C'est pourquoi on parle de siège social statutaire, ce qui est le siège qui est prévu par les statuts. Toutefois, il arrive souvent que le siège social ne soit pas le siège social effectif. En effet, plusieurs raisons peuvent motiver ce choix. Les effets juridiques qui en découlent, c'est
que la société aura la nationalité du pays où se situe le siège social. En principe, la société a la nationalité du siège social. Si le siège social est au Congo, la société, même si elle est gérée par la société des étrangers, la société a d'abord la nationalité congolaise. Le choix de ce milieu est souvent déterminé par des préoccupations d'ordre matériel. Là, les sociétés choisissent un siège statutaire dans un pays où la législation leur paraît plus adéquate du point de vue de la loi fiscale, de la législation sociale. Alors qu'en réalité, les organes de la séjour ailleurs, cette pratique assez fréquente sur le plan pratique a été remise en cause à travers le concept de siège social réel. Alors, le siège social statutaire, c'est le siège qui est pourvu par les statuts. Si les statuts ont pourvu que le siège social est à Paris, alors la société aura pour nationalité la nationalité congolaise. Contrairement au siège réel, il s'agit simplement de voir quel est le lieu du véritable siège social, c'est-à-dire l'endroit où siègent les organes de direction, d'où partent les décisions, d'où viennent les décisions. Donc, c'est le siège où est basé les organes de direction, d'où proviennent les décisions. C'est dans ces endroits que la société est effectivement administrée. C'est en cet endroit que la société a un lien effectif et réel avec un pays. Ce critère a permis à la jurisprudence de mettre à nu beaucoup de fraudes. Dans l'affaire Air Afrique, le problème de la mise en œuvre de ce concept s'est également posé. Elle avait été créée par le traité de Yaoundé qui liait plusieurs pays. Le statut était intégré au traité. À l'époque, les statuts prévoyaient que le siège de la dite compagnie était en Côte d'Ivoire. Mais pour permettre à l'appropriation de la compagnie par les pays membres, il avait été décidé que chaque État était siège social avec comme conséquence qu'Air Afrique avait un statut de compagnie nationale dans chaque État membre. Ça veut dire quoi? Dans cette affaire de Air Afrique, il y avait un texte qui a été pris à Yaoundé, Cameroun, qui disait que chaque État, cette société Air Afrique, comme il a fait, dans chaque État, il y avait un siège social. Donc, chaque siège social avait la nationalité de cet État. Chaque siège social avait la nationalité de cet État. Avec l'avènement de l'OADA, l'acte uniforme sur les procédures collectives en cas de faillite sur les sociétés, la procédure judiciaire doit être déclenchée dans le cas du siège social. Le texte ajoute que lorsqu'il s'agit de sociétés internationales, la procédure principale est ouverte au siège social et une procédure secondaire sera ouverte dans les autres pays où intervient la dite société. Donc, lorsqu'il y avait une procédure judiciaire, l'acte OADA prévoit que les poursuites peuvent se faire partout, dans chaque État où il y avait le siège, mais aussi le siège central. Mais la mise en œuvre des normes OADA vont poser beaucoup de problèmes à l'affaire Air Afrique. La procédure de faillite est ouverte par les tribunaux ivoiriens. En application de l'acte uniforme et des statuts d'Air Afrique, c'était donc pour eux la principale procédure. C'est la juridiction ivoirienne qui devrait organiser la procédure, nommer le syndic, un juge commissaire et les contrôleurs. Certains pays membres d'Air Afrique ont accepté d'ouvrir la procédure collective secondaire prévue dans l'acte uniforme. C'est le cas du Niger, de la RCA. Le juge
congolais a ouvert le juge sénégalais a ouvert une procédure principale. En vérité, le siège social de la multinationale était effectivement à Abidjan, lieu de prise de décision de l'administration. Les États membres n'abritaient que des représentants locaux assimilables à des succursales. Alors, cette société avait le siège à Abidjan. Mais dans chaque État, il y avait un siège secondaire, le siège principal était à Abidjan. Lorsqu'il y a eu le courriel, lorsqu'il y a eu faillite, le juge principal, on pouvait ouvrir les enquêtes partout, on pouvait commencer à entamer les actions partout. Donc, les autres sièges des États étaient considérés comme des succursales, alors que le siège principal était à Abidjan. Donc partout on avait initié des actions. Dans la pratique, notamment, les avions étaient immatriculés en Côte d'Ivoire, même si, pour les questions liées à la facilité de la navigation aérienne, Air Afrique pouvait revendiquer le pavillon de chaque État membre. Les critères subsidiaires. Beaucoup d'autres indices peuvent être retenus dans le cadre de la détermination d'une société. Par exemple, celui du nom A, la nationalité des associés. On peut aussi considérer la nationalité des associés comme la nationalité de la société. Parce que c'est une société qui appartient aux étrangers. Il y a aussi le critère du contrôle du capital. Selon ce critère, la société aurait la même nationalité que ceux qui détiennent la majorité du capital. Même si c'est une personne, en tant qu'actionnaire plutôt majoritaire, on serait tenté de dire que c'est la nationalité de cet actionnaire qui détient le contrôle, qui est pris en compte. Alors, d'autres hypothèses, on peut considérer d'autres hypothèses, la nationalité des associés. Si les associés sont français, la société au Congo, on donne la nationalité, c'est une société française, dans la société, la nationalité des associés. Si, par exemple, l'un des associés est peut-être américain, et que c'est lui qui a le plus de capital, la majorité du capital, cette société aura la nationalité américaine. Le lieu d'exercice des activités, c'est un bon indicateur, un bon élément de rattachement. Certainement objectifs, mais pas suffisants. Car la société peut être implantée dans plusieurs pays, dans lesquels la société peut avoir des succursales, des dépendances, des bureaux, des départements, sans qu'elle puisse avoir la nationalité de tous les pays dans lesquels elle serait implantée. C'est le cas des multinationales. Très souvent, en législation, on assiste à un cumul d'un certain nombre de critères pour déterminer les conditions d'attribution de la nationalité. En général, les critères objectifs sont associés à des critères subjectifs. Les critères objectifs, c'est les critères liés à l'objet. Les critères subjectifs, c'est les critères liés aux personnes. C'est le siège social, la nationalité et le contrôle du capital. Donc, ici, en matière de détermination, on a retenu le lieu du siège social et la majorité le contrôle du capital. Lorsque le capital appartient à un seul actionnaire qui a plus de capital, on donne la nationalité de sa nationalité à la société. Alors, chers étudiants, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre qui portait sur les acteurs du commerce. Alors, prochainement, nous allons voir le contrat du commerce, comment est-ce qu'il se forme, quelles sont les conditions de formation du contrat du commerce international. Alors, chers étudiants, je vous remercie pour votre aimable attention. À nous revoir la semaine prochaine pour le chapitre 2. Alors, merci et bonne suite de la journée. Au revoir.